Si l'on pouvait creuser sous la chaussée des rues de Londres, on ne trouverait pas que de la terre, mais une autre ville, enfouie sous la première. Impossible de deviner quand on est dehors qu'un véritable labyrinthe se cache ici. Des cours d'eau oubliés. C'est l'une des rivières perdues, les vestiges d'une cité romaine. Ce sont des ruines romaines. 2000 ans d'une histoire agitée ont laissé des traces à quelques mètres de nous. C'est un morceau du Londres secret. Je descends. Tout un monde souterrain fait de bunkers oubliés, d'églises antiques et de cryptes secrètes. Partout où vous allez, vous marchez sur des tombes. Churchill lui-même, sans doute le plus grand homme d'État qu'ait connu le Royaume-Uni, s'était aménagé un repère souterrain. C'est ici que Churchill et son cabinet de guerre se réunissaient pour tenter de définir une stratégie contre les nazis afin de défendre le monde libre. Nous vous proposons de remonter le temps au fil des cités oubliées de Londres. Depuis 2000 ans, Londres est l'une des plus importantes villes de la planète. Elle a survécu à la peste, aux incendies, à la guerre civile et aux bombardements aériens. Autant de fléaux dont elle garde le souvenir au plus profond de ses entrailles. Je m'appelle Eric Geller et nous sommes aujourd'hui à Londres, la plus grande ville d'Europe, l'une des plus célèbres métropoles de la planète. Chaque année, plus de 27 millions de touristes viennent visiter cette cité chargée d'histoire. Mais ils ne voient pas tout. La plupart des Londoniens seraient surpris d'apprendre qu'une bonne partie des vestiges du passé reposent en fait sous leurs pieds. Des bunkers sont cachés sous des banlieues paisibles, tandis que dans le centre, des rivières oubliées louvoient entre d'anciens tombeaux, à 5 mètres sous terre. Londres a de nombreux secrets que nous allons vous révéler. On ignore généralement que le développement de Londres s'est fait aussi bien au-dessus qu'en dessous de la surface. Une deuxième ville est enfouie sous la première. Elles sont nées et ont grandi ensemble. Londres a été la première ville du monde à se doter d'un métro. Aujourd'hui, avec 3 millions de voyageurs par jour, le fameux Tube est plus vivant que jamais. Mais il n'y a pas si longtemps, ces tunnels assuraient aussi une toute autre fonction, protéger la population civile. En 1940, l'Allemagne nazie et ses alliés de l'Axe envahissent la majeure partie de l'Europe. Les États-Unis et l'Union soviétique n'étaient pas encore entrés en guerre. Seule la Grande-Bretagne empêchait encore Hitler de dominer l'ensemble du vieux continent. La bataille d'Angleterre était engagée et Londres en était la cible. À partir de septembre 1940, la capitale britannique est soumise à des bombardements aériens massifs. Plutôt que d'être évacuée, la population se réfugie dans les caves et dans les galeries souterraines du métro. Mais ces abris de fortune sont insuffisants. Pour protéger ses 8 millions d'habitants, la ville a besoin de véritables bunkers, plus vastes et plus solides. Des milliers d'abris seront ainsi aménagés dans tout Londres, dont 8 seront conçus comme de véritables forteresses souterraines dans le plus grand secret. Andrew Smith les connaît mieux que personne. Andrew? Eric, comment allez-vous? Bien, merci. Depuis plus de 20 ans, il explore le sous-sol de Londres, qui n'a plus de secret pour lui. Cette porte, dans un bâtiment d'apparence banale, au milieu d'un parking sans âme, ne laisse rien deviner du monde parallèle qui se cache au-delà, depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce bâtiment, construit à la surface, est à l'épreuve des bombes. L'abri proprement dit se trouve à une quarantaine de mètres sous terre. Étonnant ce vieil ascenseur. C'est l'ascenseur d'origine. Il date de 1940. Et on descend. Et nous y sommes, à 40 mètres sous les trottoirs de Londres. Contrairement à la plupart des autres abris souterrains de Londres, celui-ci est encore utilisé. Qu'est-ce que c'est que tous ces cartons? Il y a ici 300 000 boîtes d'archives qui appartiennent à des entreprises qui n'ont pas envie de garder ça dans leur bureau. Ça leur coûte moins cher de les stocker ici. Les rayonnages qui font aujourd'hui office d'étagères ont été conçus à l'origine pour servir de couchettes.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens dormaient ici. Les couchettes sont encore là d'ailleurs, mais elles servent désormais d'étagères. On voit encore les ressorts. On devrait mettre un matelas dessus. 8000 personnes s'entassaient ici chaque nuit, dans près d'1 kilomètre de galeries, dans des conditions qui manquaient singulièrement d'intimité. Les couchettes étaient extrêmement étroites. Il y en avait 3 superposées. Une personne dormait au niveau du sol, une deuxième au premier niveau et la troisième ici. Ça devait être extrêmement étouffant. Les gens étaient entassés, mais en sécurité. Une sécurité telle que cet abri a certainement sauvé la vie de milliers de personnes pendant les intenses bombardements des années 1940. C'est un endroit absolument gigantesque. Vous allez pouvoir vous rendre compte de la dimension de cette forteresse, car nous arrivons dans la partie centrale. C'est immense, c'est gigantesque. Regardez ça, et ça part dans toutes les directions. Nous sommes à 40 mètres sous le marché de Camden Town, connu pour son animation. Et ici, c'est un autre monde. Quand on est dehors, on ne peut pas deviner qu'un véritable labyrinthe se cache ici. Il y a des galeries dans toutes les directions. Ce tunnel fait 425 mètres de long. Et il y en a 2 comme celui-ci. Au total, il y a environ 1700 mètres de galeries. Lorsque les sirènes annonçant l'arrivée des bombardiers se mettaient à hurler, des milliers de personnes se ruaient vers cet abri souterrain. Comment expliquer que personne n'ait jamais été écrasé dans la cohue? Les architectes ont pensé à tout. Cet escalier en spirale mène à l'étage supérieur. Mais pour descendre, il en existe un autre qui tourne dans l'autre sens autour de la cage d'ascenseur. Et le voici. Vous avez donc 2 escaliers, un pour monter et l'autre pour descendre. L'escalier à double hélice permet à chaque niveau de l'abri souterrain de disposer d'une entrée et d'une sortie séparée. Le gouvernement britannique avait prévu de construire 10 bunkers de ce genre. Seuls 8 ont été achevés. Ces structures figurent parmi les plus étonnantes réalisations des ingénieurs de l'époque. La plupart des abris se trouvaient à une profondeur comprise entre 3 et 15 mètres. Mais les 8 bunkers de haute sécurité sont tous à plus de 30 mètres sous le niveau du sol. Ils sont pratiquement invulnérables. Pour les détruire, il faudrait qu'une bombe tombe exactement dans la cage de l'ascenseur qui dessert les différents niveaux, ce qui paraît totalement impossible. Un bombardier allemand volant à 320 km/h et à 3000 mètres d'altitude aurait dû, pour l'atteindre, larguer une bombe à la verticale de façon à ce qu'elle pénètre dans le puits de l'ascenseur, lequel est dissimulé par un bâtiment lui-même à l'épreuve des bombes. Il aurait ensuite fallu que la bombe descende 40 mètres plus bas pour exploser à l'intérieur de l'abri. Une hypothèse complètement invraisemblable. Ce bunker était bien invulnérable. Comment cet endroit a-t-il été construit ? Les ouvriers travaillaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en appliquant le système des 3 8. La terre était évacuée uniquement de nuit. Cela permettait de tenir le chantier secret. D'une conception particulièrement originale, cet abri comprend 2 tunnels parallèles, mesurant chacun 5 mètres de diamètre et 120 mètres de long. L'ensemble du complexe est situé à une profondeur comprise entre 30 et 40 mètres. Ces bunkers étaient donc hors de portée des bombes. Mais étaient-ils vraiment d'une solidité à toute épreuve? À plus de 30 mètres de profondeur, les structures doivent faire face à une pression du sol de l'ordre de 14 000 tonnes. Chaque section de tunnel a été renforcée par des anneaux d'acier et de béton. Les joints ont tous été colmatés avec une épaisse couche de chanvre destinée à les rendre entièrement étanches. Les anneaux ont ensuite été assemblés avec des boulons de 5 cm de diamètre. On voit très bien ici la manière dont les parois ont été mises en place. Toutes les pièces métalliques ont été assemblées à l'aide de boulons de 5 cm. L'ensemble a été conçu pour résister à une pression de l'ordre de 428 kg par centimètre carré. J'entends la pression. Oui, ce que vous entendez en fait, c'est la ligne de métro. Elle passe loin, au-dessus de nous? À 5 mètres au-dessus de nos têtes. Et cette structure n'a jamais été ébranlée, même par le passage des rames? Non, des rames de 600 tonnes passent au-dessus à 60 km/h et ça ne tremble même pas. Mais que faire de cette petite merveille technologique une fois la guerre terminée? Les autorités britanniques ont envisagé de s'en servir pour faire passer les lignes d'un nouveau métro express. Nous nous trouvons actuellement sur ce qui aurait dû être la voie du métro. Si le projet avait vu le jour, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les rails auraient été posés sur le sol de béton qui a été coulé ici. L'idée était de faire passer des rames qui devaient circuler à 70 ou 80 km/h et d'aménager des quais tout le long. Le projet a finalement été abandonné par manque de crédit.
Ces couloirs restent les témoins d'un épisode héroïque de l'histoire de Londres qui n'est pas si lointain. Quand on arrive à Londres, on pourrait s'attendre à trouver dans la ville des traces de son passé romain. En réalité, il ne subsiste quasiment plus rien de cette époque en surface. Londres a grandi en repoussant toujours plus loin les vestiges de sa période antique. Heureusement pour nous, ces vestiges n'ont pas disparu. Ils sont là, sous nos pieds. Les Romains sont restés dans la région pendant plus de 4 siècles et ils ont laissé de nombreux souvenirs de leur passage. Mais il n'est pas facile de les trouver dans cette grande métropole du 21e siècle. Jenny Hall est l'une des meilleures spécialistes du Londres romain. Jenny ? Oui, bonjour. Merci d'être là. La municipalité de Londres finance en grande partie la préservation du site que nous allons découvrir et dont peu de gens connaissent l'existence. On ne s'attend pas vraiment à trouver des ruines romaines dans le quartier. À première vue, non, effectivement. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, cette rue est située à l'emplacement où se trouvaient les quais le long de la Tamise à l'époque romaine. C'est ici que les navires marchands venaient décharger leurs cargaisons. C'est difficile d'imaginer ça aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est sûr. Si je comprends bien, la Tamise coulait ici au IIe siècle. Exactement, oui. Il y a près de 2000 ans, cette artère très fréquentée de Londres était un quai tout aussi animé pour l'époque. Depuis, le lit de la Tamise a été déplacé d'une bonne centaine de mètres. Tout a commencé en l'an 43 de notre ère. Les Romains entreposaient sur les rives du fleuve le matériel nécessaire à leur armée, dans sa campagne d'invasion de ce qui était alors la Bretagne. C'est ainsi qu'est né Londinium. Depuis le début du IIe siècle, la ville devient la capitale de la province du Britannia. Sa situation stratégique sur les bords de la Tamise en fait un centre de commerce idéal. Et comme Londres aujourd'hui, la ville romaine attire déjà des visiteurs du monde entier qui viennent notamment par bateau. À mesure que la ville s'étend, les Romains vont construire de nouveaux quais le long de la Tamise. Un travail de titan quand on songe aux outils rudimentaires dont ils disposaient. Ils constituent tout d'abord un soubassement composé de troncs d'arbres dans le lit même du fleuve. Ils comblent ensuite l'arrière de ce mur de bois avec des tonnes de gravats provenant d'autres chantiers. Mais en gagnant ainsi sur le fleuve, ils en perturbent le régime. La Tamise se rétrécit. Les nombreux quais qui jalonnent ces berges font aussi barrage au courant. Et des sédiments de toutes sortes commencent à s'accumuler le long des rives, réduisant toujours davantage le lit de la Tamise qui va progressivement prendre le visage qu'elle a aujourd'hui. Qui sait encore à Londres que le fleuve passait jadis à cet endroit et que sous la chaussée se cachent vraisemblablement les ruines d'un antique port romain. Je peux les voir, ces ruines? Oui, suivez-moi. À 6 mètres de profondeur, juste sous un immeuble de bureaux, nous nous retrouvons en plaine romantique. Ce sont donc des ruines romaines. Ces ruines sont tout près de ce qui était la rive à l'époque des Romains. Elles se trouvent désormais sous la surface, mais cet endroit n'était jadis qu'à quelques pas de la Tamise. Ces vestiges sont tout ce qui reste d'un vaste établissement de bains. Tout ça, c'était des thermes romains? Ce que vous voyez au fond, ce sont les thermes. Ici, vous aviez une maison qui était rattachée, une sorte d'hôtel ou d'auberge, où les gens qui arrivaient par bateau venaient passer la nuit pour se reposer et se laver, avant de reprendre la route. Au IIe siècle de notre ère, l'Empire romain s'étend sur 3 continents. Il couvre une bonne partie du Moyen-Orient, toute l'Afrique du Nord et la quasi-totalité de l'Europe actuelle. À partir du 5e siècle, les Romains commencent à perdre leur influence sur les îles britanniques et Londinium est peu à peu noyé dans un océan de constructions nouvelles. Lorsque survient la révolution industrielle, au milieu du 19e, la ville romaine finit de disparaître. Seuls survivront quelques sites comme celui-ci, paradoxalement sauvés par les bâtiments plus récents qui les ont recouverts. Nous sommes à quelle profondeur? Nous sommes à 6 ou 7 mètres sous terre. Le niveau de la rue a monté au fil des siècles. Les Romains ont construit leur ville il y a près de 2000 ans et depuis le site a été constamment remblayé. Quand on fait des fouilles archéologiques, on dégage les couches successives, l'époque romaine étant la dernière tranche du sandwich. Nous sommes donc tout en bas de ce sandwich archéologique. Mais comment ces vestiges sont-ils parvenus jusqu'à nous alors que tant d'autres ont été détruits? L'endroit où nous nous trouvons était au 19e siècle le siège de la bourse du charbon.
Les architectes de l'époque ont pris soin de créer un vide au-dessus des ruines romaines pour éviter qu'elles ne soient écrasées sous le poids du nouveau bâtiment. Leurs successeurs ont pris les mêmes précautions lorsqu'ils ont construit l'immeuble actuel. Ils ont coulé des colonnes de béton pour soutenir l'édifice, plutôt que de l'appuyer sur ses derniers souvenirs du Londinium antique. Ces ruines sont d'autant plus précieuses qu'elles témoignent du niveau très avancé qu'avaient atteint les ingénieurs romains, puisqu'elles comprennent les restes d'un système de chauffage central très sophistiqué. On dirait une chaudière. Oui, c'est une chaudière. Comment fonctionnait-elle? Un feu brûlait en permanence sous cette voûte. Un malheureux esclave était certainement chargé de l'alimenter continuellement. Le sol s'appuyait sur les colonnes de tuiles, ce qui permettait à l'air chaud de circuler sous les dalles des différentes pièces du bâtiment. C'est d'une complexité étonnante. Effectivement. Les systèmes mis en place par les Romains étaient non seulement très élaborés, mais ils étaient aussi en avance de plusieurs siècles sur leur époque, à tel point que certains sont encore en usage aujourd'hui. Vous voyez cet élément creux en argile dans le mur? Oui. Il est creusé de sillon, un peu comme une brique creuse. Oui, cela permettait au revêtement de plâtre de mieux adhérer à la surface. On retrouve exactement le même système dans les constructions contemporaines. Oui. Cette brique creuse antique est l'ancêtre de nos parpaings modernes, omniprésents dans les bâtiments actuels. L'influence des techniques romaines se retrouve partout dans les villes modernes, même si les vestiges antiques ont pour la plupart disparu. Qui connaît l'existence de ces ruines? Très peu de gens. C'est un endroit très peu connu. Il est très important pour nous de préserver ces vestiges, car les immeubles de la ville moderne ont envahi tout l'espace. Il est donc essentiel de sauvegarder ce qui reste. Le Londinium antique a aujourd'hui pratiquement disparu sous le Londres contemporain, mais l'héritage technologique des Romains est encore bien présent. Traverser la Tamise est aujourd'hui un jeu d'enfant. Avec 308 km, c'est l'un des plus grands fleuves d'Angleterre. De nombreux affluents la rejoignaient jadis au niveau de Londres, mais à partir du XVIe siècle, ils ont commencé à disparaître. Où sont-ils passés? On n'arrête pas une rivière comme on ferme un robinet. C'est pourtant ce que les urbanistes ont fait. Lorsque les Romains ont fondé Londinium au 1er siècle, une dizaine de cours d'eau secondaires venaient se jeter dans la Tamise, dans la campagne environnante. Aujourd'hui, ils ont disparu de la carte. Pourtant, ils existent encore. En cherchant bien, on peut retrouver les traces de ces rivières perdues. Certaines rues et certains parcs de Londres portent encore leur nom. Fleet Street suit le tracé de la Fleet. Il y a bien longtemps, on circulait ici en bateau. Les rivières de Londres ne sont pas taries. Nombre d'entre elles coulent encore. Elles ont été délibérément enterrées. Mais pourquoi les Londoniens ont-ils voulu construire leur ville au-dessus de ces artères qui leur permettaient de se déplacer et les approvisionner en eau? La ville a rapidement pris de l'extension et des millions de personnes sont venues s'y installer. Ces nouveaux habitants avaient besoin d'une part d'espace pour se loger et d'autre part d'un important dispositif d'évacuation des eaux usées. C'est ainsi que les rivières londoniennes ont été transformées en collecteurs d'égouts. En les recouvrant, les Londoniens ont récupéré des surfaces constructibles et en les détournant, ils ont résolu le problème des effluves de la ville. Les derniers cours d'eau ont été enterrés il y a plus de 130 ans. Plus personne ne sait où ils se situent. Seuls quelques spécialistes sont capables de vous y mener. Je crois que c'est ici. Ben Nisdell a longtemps travaillé comme égoutier. Ben, je présume? Bonsoir, je vais être Eric. Ben Nisdell a travaillé pendant 30 ans pour le service des égouts de la capitale britannique. On vous a préparé une tenue, j'espère que c'est votre taille. Il connaît les égouts de la ville comme sa poche. Il a accepté de nous faire découvrir les rivières perdues de Londres. En bas, le sol est fragile comme du verre, il faut faire attention. Nous allons explorer un monde souterrain où disparaissent les eaux usées d'une mégapole de 13 millions d'habitants. Nous allons descendre dans un collecteur d'eau de pluie. En cas d'averse soudaine, le niveau monte très vite. On ne prévoit pas d'orage ce soir, mais que faites-vous dans ce cas-là? On sort le plus vite possible, car l'eau monte très vite et on risque d'être emporté. Ça peut être très dangereux. Pourvu qu'il ne pleuve pas ce soir. Il y a d'autres risques. Ça se met comme ça, c'est ça? Oui, vous passez le pied là-dedans.
Les égoutiers doivent porter une combinaison de protection contre les bactéries et les produits chimiques et emportent un détecteur de gaz toxiques. Sous terre, ils sont exposés à des émanations de sulfure d'hydrogène et de méthane, un gaz non toxique mais très inflammable. Quel chic, on pourrait presque faire un boys band tous les deux. On ne risque pas de se faire attaquer habillé comme ça. Là où j'habite, si. La carte des égouts de Londres montre bien le cheminement de la dizaine de cours d'eau qui ont été recouverts et détournés pour servir de collecteurs. Toutes ces rivières sont maintenant souterraines? Presque totalement, oui. Dans le sud de Londres, on trouve encore quelques portions à ciel ouvert, mais dans le nord, elles sont entièrement enterrées, comme celle qu'on va voir ce soir. Suivez-moi. On va y aller en camionnette. Les entrées des égouts de Londres ne sont pas connues du grand public. Il est interdit de divulguer leur emplacement. Bien, vous êtes prêts? L'une d'elles se trouve sous l'un des grands magasins les plus huppés de la capitale. Je descends. Bon, ça se fait tout seul. En bas, essayez de mettre le pied bien au milieu. Ok. Ça glisse un peu? Oui, bien. Génial. Le débit semble faible, mais ce tunnel voit passer chaque jour près de 230 mètres cubes d'eau usée. L'odeur est épouvantable, ce qui n'est pas étonnant quand on sait que des millions de toilettes viennent s'y déverser. On a du mal à imaginer que ce boyau était jadis l'une des voies navigables les plus fréquentées de Londres. C'est vraiment de l'eau de rivière? C'est un mélange d'eau de ruissellement et d'eau usée. C'est donc l'une des rivières perdues? Oui, c'est l'un des cours d'eau qui traversaient l'ouest de Londres et qui ont été recouverts au 19e siècle. Il y a 200 ans, c'est une rivière appelée Westbourne qui coulait ici, à travers les quartiers malfamés des bords de la Tamise. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la croissance de Londres s'est traduite par une prolifération de taudis, où l'industrie du sexe et la drogue faisait bon ménage. Le secteur du parc du Ranelagh était notamment réputé pour ses battleurs, ses vendeurs de drogue et ses prostituées. Au XVIIe siècle, c'est là que les gens allaient pour acheter de la drogue ou trouver des prostituées. Malheureusement, aujourd'hui c'est terminé. Le parc existe toujours, mais ce n'est plus un lieu de perdition. L'ancienne rivière passe dessous à 3 mètres de profondeur, mais ce n'est plus désormais qu'un triste égout. Comment en est-on arrivé là? Les choses se sont passées en plusieurs étapes. La première a eu lieu au tout début du XVIIIe siècle. Une grande partie des cours d'eau de Londres, pollués et nauséabonds, ont alors été couverts, libérant ainsi de l'espace pour de nouvelles constructions. Ils ont ainsi disparu progressivement sous la chaussée. Les ruisseaux qui coulaient naguère librement ont été transformés en collecteurs, charriant les eaux usées vers la Tamise, d'où elles étaient emportées jusqu'à la mer. La Tamise était donc devenue un immense égout à ciel ouvert. Avec l'arrivée des chasses d'eau, la situation devint vite insupportable, donnant lieu notamment à ce qui fut appelé la Grande Puanteur de 1858. Mais l'odeur était le moindre des inconvénients. 6 des 9 points de pompage approvisionnant la ville allaient directement chercher l'eau dans la Tamise, sans même la filtrer. Le choléra était endémique. Cela ne pouvait plus durer. Les autorités décidèrent de détourner les rivières souterraines qui acheminaient les eaux usées vers un point situé en aval de la cité. En 1859, la municipalité se lance dans un grand programme de refonte du système d'assainissement. Il s'agit d'un ambitieux projet de génie civil. Les ingénieurs de l'époque sont chargés de percer de nouveaux tunnels et d'agrandir ceux qui existent déjà. Plus de 2000 km de galeries vont ainsi être aménagés. Quelques 20 000 km de canalisations secondaires vont être posées. Ce vaste chantier va nécessiter l'emploi de 318 millions de briques et le déplacement de plus de 3 500 000 mètres cubes de terre. Des collecteurs centraux de plus de 150 km de long sont mis en place de chaque côté de la Tamise, tronçon après tronçon, le terrain étant progressivement dégagé puis rebouché à la pioche et à la pelle. Toute la maçonnerie est réalisée en briques. Ces grands collecteurs qui sont toujours en service interceptent les anciens cours d'eau reconvertis en égouts pour emporter les eaux usées en aval au-delà des limites de la ville. Le chantier dura 16 ans et nécessita une armée de 22 000 hommes, mais il permit de résoudre le problème des eaux usées de Londres. On peut cependant se demander comment les immeubles ne s'effondrent pas sur un terrain miné par des milliers de kilomètres de galeries.
La rue sous laquelle nous nous trouvons est quotidiennement parcourue par des bus à 2 étages. Comment se fait-il que la chaussée ne s'affaisse pas? Les galeries sont circulaires et cintrées, selon le principe chéro-romain. Leur forme même leur permet de résister aux contraintes très importantes imposées par une circulation intense. À l'heure actuelle, une quarantaine d'égoutiers entretiennent le réseau de Londres. Ils travaillent dans un milieu dangereux et nauséabond, auquel il semble difficile de s'habituer. La plupart des Londoniens ne sauront probablement jamais que des rivières parcourent encore les entrailles de leur ville. Ils ignorent aussi la chance qu'ils ont qu'elles ne coulent plus à ciel ouvert. Big Ben, Buckingham Palace, la Tour de Londres. On a souvent prétendu que des souterrains secrets se cachaient sous les plus célèbres monuments de Londres. Dans un cas au moins, les rumeurs sont fondées. C'est dans l'abbaye de Westminster que sont couronnés les souverains d'Angleterre. Depuis le XIIIe siècle, tous les rois et toutes les reines de Grande-Bretagne sont venus y chercher la consécration. L'abbaye est une église en activité, avec des messes quotidiennes. Des milliers de visiteurs s'y rendent chaque jour, mais ils ne voient pas tout. On dit qu'il y aurait quelque chose sous l'abbaye de Westminster. Vanessa Simeoni est la conservatrice de l'abbaye. C'est vrai, il existe quelques trappes par lesquelles on peut descendre dans une crypte qui contient des milliers de tombes. Ici, partout où vous allez, vous marchez sur des tombes. L'abbaye de Westminster n'est donc pas seulement l'un des monuments les plus connus de Londres. C'est aussi un cimetière secret, aménagé loin des regards. 4 trappes ont été aménagées dans le sol. Ah, j'aperçois quelque chose. Elles permettent aux équipes d'entretien d'inspecter les fondations et donnent accès aux tombes. Il y a une autre trappe par ici, un peu plus grande. L'abbaye date du XIIIe siècle, mais la petite crypte, dissimulée sous le sol, est encore plus ancienne puisqu'elle remonte au XIe siècle. On peut y voir parmi les tombes les fondations d'une église construite 200 ans avant l'église actuelle. Ce que vous voyez là, c'est l'abside, c'est-à-dire la partie arrondie qui se trouvait derrière le chœur de la chapelle du XIe siècle. On dirait qu'on a mis des renforts métalliques ici. Le mur a été chaîné pour éviter qu'il ne s'écroule. On voit bien la limite entre les deux types de maçonnerie, à environ 1 mètre sous le niveau du sol. Ici, on retrouve le mur de la première église, des premières fondations. Exactement, c'est ça. Comment une église a-t-elle pu en recouvrir une autre? En l'an 1065, le roi Édouard le Confesseur, dont les restes sont enterrés sous l'autel central de l'abbaye, décida de fonder une nouvelle église abbatiale, Minster en vieil anglais. Il la fit édifier sur la précédente, qui lui servit de fondation, et elle prit le nom de Westminster. La construction de l'abbaye de Westminster a nécessité 40 000 mètres cubes de pierre de taille. Ce qui veut dire que les murs de l'ancienne église soutiennent une structure d'environ 90 000 tonnes. Il est surprenant qu'ils aient tenu. Quel voyage! Oui, c'est amusant. L'abbaye est une merveille architecturale. Qui aurait cru qu'elle était construite sur les vestiges d'une église plus ancienne et au-dessus des sépultures de certains des plus célèbres londoniens? Mais le sous-sol de Londres n'abrite pas uniquement les restes des membres de la famille royale. Et l'abbaye de Westminster n'est pas le seul endroit où les morts occupent une place aussi importante. Londres est une ville riche d'une histoire plurimillénaire. Pour s'en convaincre, rien de tel qu'une visite à l'église Saint-Bride, où a été découvert l'un des plus anciens sites romains. L'église a été rasée par une bombe pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors des travaux de déblaiement, les ouvriers ont trouvé sous les décombres un véritable monde perdu. La première église construite à cet emplacement date de l'arrivée des Romains. L'édifice modeste qui s'y dresse aujourd'hui renferme dans ses murs un secret bien gardé, enfoui depuis des siècles sous les pieds des fidèles. Le pasteur de Saint-Bride, David Mira, nous fait visiter la crypte située dans les sous-sols. David? Eric, bienvenue à Saint-Bride. 8 églises se sont succédées à cet endroit en l'espace de 1500 ans. La première a été fondée par Sir Bride au 5e siècle. Celle-ci faisait suite à une chapelle plus ancienne encore, édifiée par les Romains au IIe siècle. Tous les 200 ans à peu près, l'église qui se trouvait ici a été détruite puis reconstruite.
En 1703, le célèbre architecte Christopher Wren en signa une 7e version. Celle-ci allait survivre jusqu'en 1940, jusqu'à ce que les bombardiers nazis déferlent sur Londres. Le 29 décembre 1940, pendant l'un des bombardements les plus violents, l'église a été touchée de plein fouet par une bombe incendiaire. Les murs extérieurs et le clocher sont restés debout. Mais l'église n'était plus qu'une coquille vide et calcinée. On s'apprêta donc à reconstruire Saint-Bride pour la 8e fois. Mais les choses n'allaient pas se passer exactement comme prévu. Lorsque les ouvriers commencèrent à déblayer les décombres, ils tombèrent sur une voie romaine et sur une étrange nécropole. Donc jusqu'à la dernière guerre, on ignorait totalement que ce site avait plus de 1000 ans d'histoire. Vous imaginez l'émotion ? Ils ont retrouvé les vestiges des 7 églises précédentes, ce qui fait remonter l'occupation de ce site au 2e siècle après Jésus-Christ, à l'époque romaine. Les différentes couches archéologiques permettent de remonter l'histoire jusqu'à une antique voie romaine qui, pendant près de 2000 ans, a servi de fondation à des générations d'églises. On voit très bien ici les époques successives. On retrouve la voie romaine du 2e siècle, là-bas un mur du 12e, et ici un mur du 11e. Oui, c'est un excellent résumé de la situation. On distingue parfaitement les différentes couches, correspondant à différentes périodes d'occupation, chaque génération construisant sur les ruines de la précédente. Mais ces vestiges romains ne constituent qu'une partie des trésors cachés sous Saint-Bride. Car l'église abrite également une importante nécropole, oubliée pendant plus de 50 ans, derrière les murs des cryptes de l'édifice. Je vais vous montrer des salles qui ont été redécouvertes en 1953, près de 200 ans après avoir été murées. Les cryptes se trouvent plus bas, sous le niveau ouvert au public. C'est probablement le plus intéressant des trésors cachés sous l'église. Cet endroit était rempli d'ossements et de crânes lorsqu'on l'a ouvert. C'est un ossuaire de la fin du XVIe siècle. C'est vraiment... Je peux vous décrire ce que je vois. Ce que je ressens, c'est plus difficile. Il y a là-bas plusieurs crânes alignés et des os mis en tas. Le sol est jonché d'ossements. Il y en a peut-être d'autres dessous que l'on ne voit pas. Pourquoi les restes de milliers de personnes ont-ils été entassés ici? Londres fut touchée par la peste en 1665, puis ravagée par des vagues de choléra au début du 19e siècle. À chaque nouvelle épidémie, les cadavres des victimes étaient jetés dans des charniers comme celui-ci. Lorsque la peste frappa de nouveau, en 1854, le Parlement décida que les corps ne pourraient plus être inhumés dans l'enceinte de la ville. Cette crypte fut murée et complètement oubliée. De quand date cette salle voûtée? Les murs en briques sont du début du XVIIe, donc de la même époque que les ossements. Des milliers de personnes sont passées dans cette église depuis. Savaient-elles seulement que ce caveau existait juste sous leurs pieds? La plupart des gens l'ignorent encore. C'est un petit coin de Londres très secret. Quel endroit, n'est-ce pas? 2000 ans d'histoire sont ainsi concentrés sur quelques dizaines de mètres carrés. Une voie romaine, plusieurs cryptes du Moyen-Âge et les restes de 8 églises empilées les unes sur les autres. Un monde oublié dont la plupart des gens ignorent jusqu'à l'existence. On n'a pas toujours conscience quand on se promène dans les rues de Londres que l'on marche en fait sur une véritable ville parallèle. Tout un monde de galeries et de passages souterrains. Pourtant, ce monde joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Il existe dans le Grand Londres des tunnels et des lieux souterrains tout à fait étonnants. Après les vestiges de l'antique cité romaine, les catacombes, les rivières perdues de Londres et ses abris anti-aériens, notre voyage dans les entrailles de la capitale britannique va nous permettre de découvrir l'un de ses secrets les mieux gardés.
On connaît généralement l'existence des fameuses salles du QG de guerre de Winston Churchill, un complexe souterrain d'1,5 hectare situé juste sous le quartier de Westminster. Le problème, c'est qu'Hitler la connaissait aussi, ce qui en faisait une cible de choix pour l'aviation nazie. Au tout début de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Churchill s'est rendu compte que son QG de guerre pouvait être détruit s'il était directement touché par une bombe, il a décidé de mettre en place une solution de repli, un abri inexpugnable, enterré à 12 mètres de profondeur dans la banlieue de Londres, nom de code Paddock. Son emplacement exact reste peu connu du grand public, mais grâce à notre spéléologue urbain Andrew Smith, nous allons pouvoir visiter l'une des installations les plus secrètes de la dernière guerre. On dirait une véritable forteresse. C'est grand, hein? Impressionnant. Une bien jolie grille, mais ça n'est pas ce qui nous amène ici. Ah bon? Et non. Ce qui nous intéresse, c'est cette petite porte grise dans ce mur là-bas. Là, on dirait un local technique. Peut-être, mais c'est en fait la cachette la plus secrète de Churchill. On y va? Il y a 2 ou 3 petites choses auxquelles il faut faire attention. Les murs du bunker sont couverts de moisissures et de champignons. Je vous demande de ne pas y toucher. Le danger majeur, c'est l'incendie. Si un incendie se déclare, restez bien derrière moi parce qu'il faudra sortir le plus vite possible. Je vais rester derrière lui. C'est parti, on descend. Attention à la barre par terre. C'est à cet endroit que se trouvaient les portes blindées. Ce bunker date de 1938. La guerre était imminente et le QG souterrain du gouvernement, dans le centre de Londres, était enterré à seulement 3 mètres de profondeur, ce qui le rendait vulnérable aux attaques aériennes. Churchill avait besoin d'un abri plus sûr. C'est ici qu'il fut construit dans le plus grand secret. Situé à une profondeur moyenne de 12 mètres sous un bâtiment qui appartenait à l'État, le nouveau bunker devait permettre au Premier ministre britannique de diriger en toute sécurité la riposte contre les armées d'Hitler. Ce sont les portes blindées? Oui, ou du moins ce qu'il en reste. Cet abri compte une 50aine de pièces, chacune ayant une vocation bien précise. Il a été conçu pour accueillir de 150 à 200 personnes, le noyau dur de l'exécutif de l'époque. Nous sommes ici dans le central d'alimentation. Là, vous avez le générateur de secours qui devait prendre le relais en cas de coupure de courant sur le secteur. Le panneau de contrôle est très rouillé et couvert de moisissures. C'était donc le système d'alimentation du bunker. Regardez ça, c'est vraiment les instruments de l'époque. Là, ce sont les ampèremètres et là, les voltmètres. Toute l'installation est concentrée ici et elle alimentait l'ensemble du bunker, ce qui est considérable. Oui, tout le bunker pouvait fonctionner grâce à cet unique générateur. Vous avez donc la salle du générateur, une salle des cartes, les bureaux du ministère des Grands-Travaux et bien sûr la salle du cabinet de guerre où Churchill a présidé une réunion en octobre 1940. C'est la pièce la plus importante du bunker. L'acoustique n'est pas du tout la même. Les murs étaient couverts d'un isolant pour que rien de ce qui se disait ici ne puisse filtrer à l'extérieur. Car c'est ici qu'a eu lieu la réunion du cabinet de guerre. J'imagine très bien Churchill assis au milieu des ministres du cabinet de guerre, en train d'examiner la stratégie à adopter pour défendre la Grande-Bretagne et le monde libre contre l'agression nazie. On voit encore les traces sur le sol. Il devait certainement y avoir une table ici. On voit encore les lampes et le ventilateur à côté. Elles devaient servir à éclairer les cartes qui devaient se trouver sur ce mur. C'était à peu près comme ça, non? Oui, tout à fait. Imaginez Churchill, Clément Attlee et les 3 chefs de l'état-major des armées assis autour d'une grande table rectangulaire dans ce QG de guerre aménagé juste sous Dulles Hill. On ne soupçonnerait jamais la présence de tout ça quand on passe dans la rue. Tout ce qu'on voit à la surface, c'est un petit bâtiment qui ne paye pas de mine. Et en dessous, il y a tout ça, le quartier général du monde libre. Ce bâtiment a une importance historique majeure pour tous les Britanniques. Il représente une véritable prouesse technique à mettre au crédit des ingénieurs de l'époque. L'ensemble ressemble à une boîte de 40 mètres de long sur 12 mètres de large, enterrée à environ 12 mètres de profondeur. Paddock était considéré à l'époque comme indestructible. Il pouvait résister à l'impact direct de la plus grosse bombe dont disposaient alors les nazis. Comment est-ce possible? La première ligne de défense est constituée du bâtiment situé à la surface, qui encaisse le premier choc. Les bombes doivent ensuite traverser les 17 000 tonnes de terre et de sable qui recouvrent l'abri proprement dit,
dont les murs en béton armé d'1 mètre d'épaisseur étaient chargés d'absorber les ondes de choc. L'étage inférieur était en outre protégé par une dalle de béton armée d'1 mètre 80 d'épaisseur. Pour couronner le tout, l'ensemble du site était recouvert à la surface de filets de camouflage, empêchant l'aviation nazie de repérer les bâtiments depuis le ciel. C'était vraiment un exploit technologique en 1939. Le projet a coûté près de 250 000 livres de l'époque, ce qui représente une somme phénoménale à la fin des années 30. Paddock était une petite merveille de génie militaire. Une ville souterraine autosuffisante, avec son générateur, son système de ventilation et ses salles de réunion entièrement sécurisées. Il manquait pourtant quelque chose dans cet abri de secours ultramoderne entièrement à l'épreuve des bombes. Nous avons vu le générateur, les salles de réunion, la cuisine, mais où sont les toilettes ? Ça, c'est une bonne question. En fait, il y a là un petit défaut de conception, car quand l'architecte chargé du projet a dessiné le bâtiment, il a oublié les toilettes. Il n'y a pas de toilettes ? Il n'y a pas de toilette dans le bunker. Elle se trouve en haut, dans le bâtiment de surface. S'il y avait eu une attaque au gaz moutarde ou un raid aérien, le bunker aurait été fermé, isolé de l'extérieur et Winston Churchill n'aurait pas eu d'autre choix que de se servir d'un seau. Vous plaisantez ? Pas du tout. L'abri est à l'épreuve des bombes. Mais il prend l'eau et il n'a pas de toilette. C'est malin. Le confort à l'intérieur du bunker laissait donc à désirer. Dans ses mémoires, Winston Churchill qualifie d'ailleurs l'endroit de lugubre. Mais Paddock n'était pas un lieu de villégiature, c'était un abri et il a rempli sa mission. Les événements qui ont eu lieu dans cet endroit aujourd'hui délabré, caché sous une tranquille banlieue anglaise, ont certainement changé le cours de la guerre. Et comme souvent dans l'histoire de Londres, c'est sous terre que la partie s'est jouée. Apparue sur la scène au IIe siècle, Londres joue depuis un rôle central dans l'histoire du monde occidental. L'ancienne capitale de la province romaine de Bretagne a su bien des siècles plus tard résister à la plus grande menace qui ait jamais plané sur l'humanité. Aujourd'hui, nous avons à peine effleuré le passé de cette ville multimillénaire. Combien de vestiges romains se cachent encore sous les tours modernes ? Combien de rivières perdues reste-t-il encore à redécouvrir ? La plus grande ville d'Europe n'en finit pas de grandir. Son sous-sol n'a pas d'autre choix que de s'enfoncer. Situé du bâtiment situé à la surface, qui encaisse le premier choc. Les bombes doivent ensuite traverser les 17 000 tonnes de terre et de sable qui recouvrent l'abri proprement dit, dont les murs en béton armé d'1 mètre d'épaisseur étaient chargés d'absorber les ondes de choc. L'étage inférieur était en outre protégé par une dalle de béton armée d'1 mètre 80 d'épaisseur. Pour couronner le tout, l'ensemble du site était recouvert à la surface de filets de camouflage, empêchant l'aviation nazie de repérer les bâtiments depuis le ciel. C'était vraiment un exploit technologique en 1939. Le projet a coûté près de 250 000 livres de l'époque, ce qui représente une somme phénoménale à la fin des années 30. Paddock était une petite merveille de génie militaire. Une ville souterraine autosuffisante, avec son générateur, son système de ventilation et ses salles de réunion entièrement sécurisées. Il manquait pourtant quelque chose dans cet abri de secours ultramoderne entièrement à l'épreuve des bombes. Nous avons vu le générateur, les salles de réunion, la cuisine, mais où sont les toilettes ? Ça, c'est une bonne question. En fait, il y a là un petit défaut de conception, car quand l'architecte chargé du projet a dessiné le bâtiment, il a oublié les toilettes. Il n'y a pas de toilettes ? Il n'y a pas de toilette dans le bunker. Elle se trouve en haut, dans le bâtiment de surface. S'il y avait eu une attaque au gaz moutarde ou un raid aérien, le bunker aurait été fermé, isolé de l'extérieur. Et les restes de 8 églises, empilées les unes sur les autres. Un monde oublié, dont la plupart des gens ignorent jusqu'à l'existence. On n'a pas toujours conscience, quand on se promène dans les rues de Londres, que l'on marche en fait sur une véritable ville parallèle. Tout un monde de galeries et de passages souterrains. Pourtant, ce monde joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Il existe dans le Grand Londres des tunnels et des lieux souterrains tout à fait étonnants. Après les vestiges de l'antique cité romaine, les catacombes,
Les rivières perdues de Londres et ses abris anti-aériens. Notre voyage dans les entrailles de la capitale britannique va nous permettre de découvrir l'un de ses secrets les mieux gardés. On connaît généralement l'existence des fameuses salles du QG de guerre de Winston Churchill, un complexe souterrain d'1,5 hectare situé juste sous le quartier de Westminster. Le problème, c'est qu'Hitler la connaissait aussi, ce qui en faisait une cible de choix pour l'aviation nazie. Au tout début de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Churchill s'est rendu compte que son QG de guerre pouvait être détruit s'il était directement touché par une bombe, il a décidé de mettre en place une solution de repli, un abri inexpugnable, enterré à 12 mètres de profondeur dans la banlieue de Londres, nom de code Paddock. Son emplacement exact reste peu connu du grand public, mais grâce à notre impression. Oui, ce que vous entendez en fait, c'est la ligne de métro. Elle passe loin, au-dessus de nous, à 5 mètres au-dessus de nos têtes. et cette structure n'a jamais été ébranlée, même par le passage des rames. Non, des rames de 600 tonnes passent au-dessus à 60 km/h et ça ne tremble même pas. Mais que faire de cette petite merveille technologique une fois la guerre terminée? Les autorités britanniques ont envisagé de s'en servir pour faire passer les lignes d'un nouveau métro express. Nous nous trouvons actuellement sur ce qui aurait dû être la voie du métro. Si le projet avait vu le jour, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les rails auraient été posés sur le sol de béton qui a été coulé ici. L'idée était de faire passer des rames qui devaient circuler à 70 ou 80 km/h et d'aménager des quais tout le long. Le projet a finalement été abandonné par manque de crédit. Ces couloirs restent les témoins d'un épisode héroïque de l'histoire de Londres qui n'est pas si lointain. Quand on arrive à Londres, on pourrait s'attendre à trouver dans la ville des traces de son passé romain. En réalité, il ne subsiste quasiment plus rien de cette époque en surface. Londres a grandi en repoussant toujours plus loin les vestiges de sa période antique. Heureusement pour nous, ces vestiges n'ont pas disparu. Ils sont là, sous nos pieds. Ce que je ressens, c'est plus difficile. Il y a là-bas plusieurs crânes alignés et des os mis en tas. Le sol est jonché d'ossements. Il y en a peut-être d'autres dessous que l'on ne voit pas. Pourquoi les restes de milliers de personnes ont-ils été entassés ici? Londres fut touchée par la peste en 1665, puis ravagée par des vagues de choléra au début du 19e siècle. À chaque nouvelle épidémie, les cadavres des victimes étaient jetés dans des charniers comme celui-ci. Lorsque la peste frappa de nouveau, en 1854, le Parlement décida que les corps ne pourraient plus être inhumés dans l'enceinte de la ville. Cette crypte fut murée et complètement oubliée. De quand date cette salle voûtée? Les murs en briques sont du début du XVIIe, donc de la même époque que les ossements. Des milliers de personnes sont passées dans cette église depuis. Savaient-elles seulement que ce caveau existait juste sous leurs pieds? La plupart des gens l'ignorent encore. C'est un petit coin de Londres très secret. Quel endroit, N'est-ce pas? « 2000 ans d'histoire sont ainsi concentrés sur quelques dizaines de mètres carrés. Une voie romaine, plusieurs cryptes du Moyen-Âge. Nous sommes donc tout en bas de ce sandwich archéologique. Mais comment ces vestiges sont-ils parvenus jusqu'à nous, alors que tant d'autres ont été détruits? L'endroit où nous nous trouvons était au 19e siècle le siège de la Bourse du Charbon. Les architectes de l'époque ont pris soin de créer un vide au-dessus des ruines romaines pour éviter qu'elles ne soient écrasées sous le poids du nouveau bâtiment. Leurs successeurs ont pris les mêmes précautions lorsqu'ils ont construit l'immeuble actuel. Ils ont coulé des colonnes de béton pour soutenir l'édifice, plutôt que de l'appuyer sur ses derniers souvenirs du londinium antique. Ces ruines sont d'autant plus précieuses qu'elles témoignent du niveau très avancé qu'avaient atteint les ingénieurs romains, puisqu'elles comprennent les restes d'un système de chauffage central très sophistiqué. On dirait une chaudière. Oui, c'est une chaudière. Comment fonctionnait-elle? Un feu brûlait en permanence sous cette voûte. Un malheureux esclave était certainement chargé de l'alimenter continuellement. Le sol s'appuyait sur les colonnes de tuiles, ce qui permettait à l'air chaud de circuler sous les dalles des différentes pièces du bâtiment. C'est d'une complexité étonnante. Effectivement.
Les systèmes mis en place par les Romains étaient non seulement très élaborés, mais ils étaient aussi en avance de plusieurs siècles sur leur époque, à tel point que certains sont encore en usage aujourd'hui. Vous voyez cet élément creux en argile dans le mur? Oui. Il est creusé de sillon, un peu comme une brique creuse. Oui, cela permettait au revêtement de plâtre de mieux adhérer à la surface. On retrouve exactement. Depuis, le lit de la Tamise a été déplacé d'une bonne centaine de mètres. Tout a commencé en l'an 43 de notre ère. Les Romains entreposaient sur les rives du fleuve le matériel nécessaire à leur armée, dans sa campagne d'invasion de ce qui était alors la Bretagne. C'est ainsi qu'est né Londinium. Depuis le début du IIe siècle, la ville devient la capitale de la province du Britannia. Sa situation stratégique sur les bords de la Tamise en fait un centre de commerce idéal. Et comme Londres aujourd'hui, la ville romaine attire déjà des visiteurs du monde entier qui viennent notamment par bateau. À mesure que la ville s'étend, les Romains vont construire de nouveaux quais le long de la Tamise. Un travail de titan quand on songe aux outils rudimentaires dont ils disposaient. Ils constituent tout d'abord un soubassement composé de troncs d'arbres dans le lit même du fleuve. Ils comblent ensuite l'arrière de ce mur de bois avec des tonnes de gravats provenant d'autres chantiers. Mais en gagnant ainsi sur le fleuve, ils en perturbent le régime. La Tamise se rétrécit. Les nombreux quais qui jalonnent ces berges font aussi barrage au courant. Et des sédiments de toutes sortes commencent à s'accumuler le long des rives, réduisant toujours davantage le lit de la Tamise qui va progressivement prendre le visage qu'elle a aujourd'hui. Qui sait encore à Londres que le fleuve passait jadis à cet endroit et que sous la chaussée se cachent vraisemblablement les ruines d'un antique port romain. Je peux les voir, ces ruines? Oui, suivez-moi. Des autres abris souterrains de Londres, celui-ci est encore utilisé. Qu'est-ce que c'est que tous ces cartons? Il y a ici 300 000 boîtes d'archives qui appartiennent à des entreprises qui n'ont pas envie de garder ça dans leur bureau. Ça leur coûte moins cher de les stocker ici. Les rayonnages qui font aujourd'hui office d'étagères ont été conçus à l'origine pour servir de couchettes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens dormaient ici. Les couchettes sont encore là d'ailleurs, mais elles servent désormais d'étagères. On voit encore les ressorts. On devrait mettre un matelas dessus. 8000 personnes s'entassaient ici chaque nuit, dans près d'1 kilomètre de galeries, dans des conditions qui manquaient singulièrement d'intimité. Les couchettes étaient extrêmement étroites. Il y en avait 3 superposées. Une personne dormait au niveau du sol, une deuxième au premier niveau et la troisième ici. Ça devait être extrêmement étouffant. Les gens étaient entassés, mais en sécurité. Une sécurité telle que cet abri a certainement sauvé la vie de milliers de personnes pendant les intenses bombardements des années 1940. C'est un endroit absolument gigantesque. Vous allez pouvoir vous rendre compte de la dimension de cette forteresse, car nous arrivons dans la partie centrale. C'est immense, c'est gigantesque. Regardez ça, et ça part dans toutes les directions. Nous sommes à 40 mètres sous le marché de Camden Town, connu pour son animation. Et ici, c'est un autre monde. Quand on est dehors, on ne peut pas deviner qu'un véritable labyrinthe se cache ici. Il y a des Nous vont actuellement sur ce qui aurait dû être la voie du métro. Si le projet avait vu le jour, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les rails auraient été posés sur le sol de béton qui a été coulé ici. L'idée était de faire passer des rames qui devaient circuler à 70 ou 80 km/h et d'aménager des quais tout le long. Le projet a finalement été abandonné par manque de crédit. Ces couloirs restent les témoins d'un épisode héroïque de l'histoire de Londres qui n'est pas si lointain. Quand on arrive à Londres, on pourrait s'attendre à trouver dans la ville des traces de son passé romain. En réalité, il ne subsiste quasiment plus rien de cette époque en surface. Londres a grandi en repoussant toujours plus loin les vestiges de sa période antique. Heureusement pour nous, ces vestiges n'ont pas disparu. Ils sont là, sous nos pieds. Les Romains sont restés dans la région pendant plus de 4 siècles et ils ont laissé de nombreux souvenirs de leur passage. Mais il n'est pas facile de les trouver dans cette grande métropole du 21e siècle. Jenny Hall est l'une des meilleures spécialistes du Londres romain. Jenny? Oui, bonjour. Merci d'être là. La municipalité de Londres finance en grande partie la préservation du site que nous allons découvrir et dont peu de gens connaissent l'existence. On ne s'attend pas vraiment à trouver des ruines romaines dans le quartier. À première vue, non, effectivement. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est pourtant ce que les urbanistes ont fait. Lorsque les Romains ont fondé Londinium au 1er siècle,
une dizaine de cours d'eau secondaires venaient se jeter dans la Tamise, dans la campagne environnante. Aujourd'hui, ils ont disparu de la carte. Pourtant, ils existent encore. En cherchant bien, on peut retrouver les traces de ces rivières perdues. Certaines rues et certains parcs de Londres portent encore leur nom. Fleet Street suit le tracé de la Fleet. Il y a bien longtemps, on circulait ici en bateau. Les rivières de Londres ne sont pas taries. Nombre d'entre elles coulent encore. Elles ont été délibérément enterrées. Mais pourquoi les Londoniens ont-ils voulu construire leur ville au-dessus de ces artères qui leur permettaient de se déplacer et les approvisionner en eau? La ville a rapidement pris de l'extension et des millions de personnes sont venues s'y installer. Ces nouveaux habitants avaient besoin d'une part d'espace pour se loger et d'autre part d'un important dispositif d'évacuation des eaux usées. C'est ainsi que les rivières londoniennes ont été transformées en collecteurs d'égouts. En les recouvrant, les Londoniens ont récupéré des surfaces constructibles et en les détournant, ils ont résolu le problème des effluves de la ville. Les derniers cours d'eau ont été enterrés il y a plus de 130 ans. Plus personne ne sait où ils se situent. Seuls quelques spécialistes sont capables de vous y mener. Je crois que c'est ici. Ben Nisdell a longtemps travaillé comme égoutier. Au IIe siècle de notre ère, l'Empire romain s'étend sur 3 continents. Il couvre une bonne partie du Moyen-Orient, toute l'Afrique du Nord et la quasi-totalité de l'Europe actuelle. À partir du 5e siècle, les Romains commencent à perdre leur influence sur les îles britanniques et Londinium est peu à peu noyé dans un océan de constructions nouvelles. Lorsque survient la révolution industrielle, au milieu du 19e, la ville romaine finit de disparaître. Seuls survivront quelques sites comme celui-ci, paradoxalement sauvés par les bâtiments plus récents qui les ont recouverts. Nous sommes à quelle profondeur? Nous sommes à 6 ou 7 mètres sous terre. Le niveau de la rue a monté au fil des siècles. Les Romains ont construit leur ville il y a près de 2000 ans et depuis le site a été constamment remblayé. Quand on fait des fouilles archéologiques, on dégage les couches successives, l'époque romaine étant la dernière tranche du sandwich. Nous sommes donc tout en bas de ce sandwich archéologique. Mais comment ces vestiges sont-ils parvenus jusqu'à nous alors que tant d'autres ont été détruits? L'endroit où nous nous trouvons était au XIXe siècle le siège de la bourse du charbon. Les architectes de l'époque ont pris soin de créer un vide au-dessus des ruines romaines pour éviter qu'elles ne soient écrasées sous le poids du nouveau bâtiment. Leurs successeurs ont pris les mêmes précautions lorsqu'ils ont construit l'immeuble actuel. Ils ont coulé des colonnes de béton pour soutenir l'édifice, plutôt que de l'appuyer sur ces derniers souvenirs du Londinium antique. Ces ruines sont d'autant plus précieuses qu'elles témoignent du... C'est vraiment les instruments de l'époque. Là, ce sont les ampèremètres et là, les voltmètres. Toute l'installation est concentrée ici et elle alimentait l'ensemble du bunker, ce qui est considérable. Oui, tout le bunker pouvait fonctionner grâce à cet unique générateur. Vous avez donc la salle du générateur, une salle des cartes, les bureaux du ministère des Grands-Travaux et bien sûr la salle du cabinet de guerre où Churchill a présidé une réunion en octobre 1940. C'est la pièce la plus importante du bunker. L'acoustique n'est pas du tout la même. Les murs étaient couverts d'un isolant pour que rien de ce qui se disait ici ne puisse filtrer à l'extérieur. Car c'est ici qu'a eu lieu la réunion du cabinet de guerre. J'imagine très bien Churchill assis au milieu des ministres du cabinet de guerre, en train d'examiner la stratégie à adopter pour défendre la Grande-Bretagne et le monde libre contre l'agression nazie. On voit encore les traces sur le sol. Il devait certainement y avoir une table ici. On voit encore les lampes et le ventilateur à côté. Elles devaient servir à éclairer les cartes qui devaient se trouver sur ce mur. C'était à peu près comme ça, non? Oui, tout à fait. Imaginez Churchill, Clément Attlee et les 3 chefs de l'état-major des armées assis autour d'une grande table rectangulaire dans ce QG de guerre aménagé juste sous Dulles Hill. On ne soupçonnerait jamais la présence de tout ça quand on passe dans la rue. Tout ce qu'on voit à la surface, c'est un petit bâtiment qui ne paye pas de mine. Et en dessous, il y a tout ça, le quartier général du monde libre. Ce bâtiment a une importance. Des inconvénients. 6 des 9 points de pompage approvisionnant la ville allaient directement chercher l'eau dans la Tamise, sans même la filtrer. Le choléra était endémique. Cela ne pouvait plus durer. Les autorités décidèrent de détourner les rivières souterraines qui acheminaient les eaux usées vers un point situé en aval de la cité. En 1859, la municipalité se lance dans un grand programme de refonte du système d'assainissement. Il s'agit d'un ambitieux projet de génie civil. Les ingénieurs de l'époque sont chargés de percer de nouveaux tunnels et d'agrandir ceux qui existent déjà.
Plus de 2000 km de galeries vont ainsi être aménagées. Quelques 20 000 km de canalisations secondaires vont être posées. Ce vaste chantier va nécessiter l'emploi de 318 millions de briques et le déplacement de plus de 3 500 000 mètres cubes de terre. Des collecteurs centraux de plus de 150 km de long sont mis en place de chaque côté de la Tamise, tronçon après tronçon, le terrain étant progressivement dégagé puis rebouché à la pioche et à la pelle. Toute la maçonnerie est réalisée en briques. Ces grands collecteurs, qui sont toujours en service, interceptent les anciens cours d'eau reconvertis en égouts pour emporter les eaux usées en aval, au-delà des limites de la ville. Le chantier dura 16 ans et nécessita une armée de 22 000 hommes, mais il permit de résoudre le problème des eaux usées de Londres. On peut cependant se demander comment les immeubles ne s'effondrent pas sur un terrain miné par des milliers de kilomètres de galeries. La rue sous laquelle nous nous trouvons... Cet élément creux en argile dans le mur? Oui. Il est creusé de sillons, un peu comme une brique creuse. Oui, cela permettait au revêtement de plâtre de mieux adhérer à la surface. On retrouve exactement... Depuis, le lit de la Tamise a été déplacé d'une bonne centaine de mètres. Tout a commencé en l'an 43 de notre ère. Les Romains entreposaient sur les rives du fleuve le matériel nécessaire à leur armée, dans sa campagne d'invasion de ce qui était alors la Bretagne. C'est ainsi qu'est né Londinium. Depuis le début du IIe siècle, la ville devient la capitale de la province du Britannia. Sa situation stratégique sur les bords de la Tamise en fait un centre de commerce idéal. Et comme Londres aujourd'hui, la ville romaine attire déjà des visiteurs du monde entier qui viennent notamment par bateau. À mesure que la ville s'étend, les Romains vont construire de nouveaux quais le long de la Tamise. Un travail de titan quand on songe aux outils rudimentaires dont ils disposaient. Ils constituent tout d'abord un soubassement composé de troncs d'arbres dans le lit même du fleuve. Ils comblent ensuite l'arrière de ce mur de bois avec des tonnes de gravats provenant d'autres chantiers. Mais en gagnant ainsi sur le fleuve, ils en perturbent le régime. La Tamise se rétrécit. Les nombreux quais qui jalonnent ces berges font aussi barrage au courant. Et des sédiments de toutes sortes commencent à s'accumuler le long des rives, réduisant toujours davantage le lit de la Tamise qui va progressivement prendre le visage qu'elle a aujourd'hui. Qui sait encore à Londres que le fleuve passait jadis à cet endroit et que sous la chaussée se cachent vraisemblablement les ruines d'un antique port romain. Je peux les voir, ces ruines, Ianta? Le sol est jonché d'ossements. Il y en a peut-être d'autres dessous que l'on ne voit pas. Pourquoi les restes de milliers de personnes ont-ils été entassés ici? Londres fut touchée par la peste en 1665, puis ravagée par des vagues de choléra au début du XIXe siècle. À chaque nouvelle épidémie, les cadavres des victimes étaient jetés dans des charniers comme celui-ci. Lorsque la peste frappa de nouveau, en 1854, le Parlement décida que les corps ne pourraient plus être inhumés dans l'enceinte de la ville. Cette crypte fut murée et complètement oubliée. De quand date cette salle voûtée? Les murs en briques sont du début du XVIIe, donc de la même époque que les ossements. Des milliers de personnes sont passées dans cette église depuis. Savaient-elles seulement que ce caveau existait juste sous leurs pieds? La plupart des gens l'ignorent encore. C'est un petit coin de Londres très secret. Quel endroit, n'est-ce pas? « 2000 ans d'histoire sont ainsi concentrés sur quelques dizaines de mètres carrés. Une voie romaine, plusieurs cryptes du Moyen-Âge. Nous sommes donc tout en bas de ce sandwich archéologique, transformé en collecteur d'égouts. En les recouvrant, les Londoniens ont récupéré des surfaces constructibles et en les détournant, ils ont résolu le problème des effluves de la ville. Les derniers cours d'eau ont été enterrés il y a plus de 130 ans. Plus personne ne sait où ils se situent. Seuls quelques spécialistes sont capables de vous y mener. Je crois que c'est ici. Ben Nisdell a longtemps travaillé comme égoutier. Ben, je présume? Bonsoir, vous êtes Eric. Ben Nisdell a travaillé pendant 30 ans pour le service des égouts de la capitale britannique. On vous a préparé une tenue, j'espère que c'est votre taille. Il connaît les égouts de la ville comme sa poche. Il a accepté de nous faire découvrir les rivières perdues de Londres. En bas, le sol est fragile comme du verre, il faut faire attention. Nous allons explorer un monde souterrain où disparaissent les eaux usées d'une mégapole de 13 millions d'habitants. Nous allons descendre dans un collecteur d'eau de pluie. En cas d'averse soudaine, le niveau monte très vite.
On ne prévoit pas d'orage ce soir, mais que faites-vous dans ce cas-là? On sort le plus vite possible, car l'eau monte très vite et on risque d'être emporté. Ça peut être très dangereux. Pourvu qu'il ne bluffe pas ce soir. Il y a d'autres risques. Ça se met comme ça, c'est ça? Oui, vous passez le pied là-dedans. Les égoutiers doivent porter une combinaison de protection contre les bactéries et les produits chimiques et emportent un détecteur de gaz toxiques construite sur les vestiges d'une église plus ancienne et au-dessus des sépultures de certains des plus célèbres londoniens. Mais le sous-sol de Londres n'abrite pas uniquement les restes des membres de la famille royale. Et l'abbaye de Westminster n'est pas le seul endroit où les morts occupent une place aussi importante. Londres est une ville riche d'une histoire plurimillénaire. Pour s'en convaincre, rien de tel qu'une visite à l'église Saint-Bride, où a été découvert l'un des plus anciens sites romains. L'église a été rasée par une bombe pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors des travaux de déblaiement, les ouvriers ont trouvé sous les décombres un véritable monde perdu. La première église construite à cet emplacement date de l'arrivée des Romains. L'édifice modeste qui s'y dresse aujourd'hui renferme dans ses murs un secret bien gardé, enfoui depuis des siècles sous les pieds des fidèles. Le pasteur de Saint-Bride, David Mira, nous fait visiter la crypte située dans les sous-sols. David? Eric, bienvenue à Saint-Bride. 8 églises se sont succédées à cet endroit en l'espace de 1500 ans. La première a été fondée par Sir Bride au 5e siècle. Celle-ci faisait suite à une chapelle plus ancienne encore, édifiée par les Romains au IIe siècle. Tous les 200 ans à peu près, l'église qui se trouvait ici a été détruite puis reconstruite. En 1703, le célèbre architecte Christopher Wren en signa une 7e version. Celle-ci allait survivre. Ils étaient aussi en avance de plusieurs siècles sur leur époque, à tel point que certains sont encore en usage aujourd'hui. Vous voyez cet élément creux en argile dans le mur? Oui. Il est creusé de sillon, un peu comme une brique creuse. Oui, cela permettait au revêtement de plâtre de mieux adhérer à la surface. On retrouve exactement le même système dans les constructions contemporaines. Oui. Cette brique creuse antique est l'ancêtre de nos parpaings modernes, omniprésents dans les bâtiments actuels. L'influence des techniques romaines se retrouve partout dans les villes modernes, même si les vestiges antiques ont pour la plupart disparu. Qui connaît l'existence de ces ruines? Très peu de gens. C'est un endroit très peu connu. Il est très important pour nous de préserver ces vestiges, car les immeubles de la ville moderne ont envahi tout l'espace. Il est donc essentiel de sauvegarder ce qui reste. Le londinium antique a aujourd'hui pratiquement disparu sous le Londres contemporain, mais l'héritage technologique des Romains est encore bien présent. Traverser la Tamise est aujourd'hui un jeu d'enfant. Avec 308 km, c'est l'un des plus grands fleuves d'Angleterre. De nombreux affluents la rejoignaient jadis au niveau de Londres, mais à partir du XVIe siècle, ils ont commencé à disparaître. Où sont-ils passés? On n'arrête pas une rivière comme on ferme un robinet. C'est pourtant ce que les urbanistes ont fait. Tant l'impression? Oui. Ce que vous entendez en fait, c'est la ligne de métro. Elle passe loin, au-dessus de nous? À 5 mètres au-dessus de nos têtes. Et cette structure n'a jamais été ébranlée, même par le passage des rames? Non. Des rames de 600 tonnes passent au-dessus à 60 km/h et ça ne tremble même pas. Mais que faire de cette petite merveille technologique une fois la guerre terminée? Les autorités britanniques ont envisagé de s'en servir pour faire passer les lignes d'un nouveau métro express. Nous nous trouvons actuellement sur ce qui aurait dû être la voie du métro. Si le projet avait vu le jour, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les rails auraient été posés sur le sol de béton qui a été coulé ici. L'idée était de faire passer des rames qui devaient circuler à 70 ou 80 km/h et d'aménager des quais tout le long. Le projet a finalement été abandonné par manque de crédit. Ces couloirs restent les témoins d'un épisode héroïque de l'histoire de Londres qui n'est pas si lointain. Quand on arrive à Londres, on pourrait s'attendre à trouver dans la ville des traces de son passé romain. En réalité, il ne subsiste quasiment plus rien de cette époque en surface. Londres a grandi en repoussant toujours plus loin les vestiges de sa période antique. Heureusement pour nous, ces vestiges n'ont pas disparu. Ils sont là, sous nos pieds. Il disposait
Il constitue tout d'abord un soubassement composé de troncs d'arbres dans le lit même du fleuve. Il comble ensuite l'arrière de ce mur de bois avec des tonnes de gravats provenant d'autres chantiers. Mais en gagnant ainsi sur le fleuve, ils en perturbent le régime. La Tamise se rétrécit. Les nombreux quais qui jalonnent ces berges font aussi barrage au courant. Et des sédiments de toutes sortes commencent à s'accumuler le long des rives, réduisant toujours davantage le lit de la Tamise qui va progressivement prendre le visage qu'elle a aujourd'hui. Qui sait encore à Londres que le fleuve passait jadis à cet endroit et que sous la chaussée se cachent vraisemblablement les ruines d'un antique port romain. Je peux les voir, ces ruines? Oui, suivez-moi. Des autres abris souterrains de Londres, celui-ci est encore utilisé. Qu'est-ce que c'est que tous ces cartons? Il y a ici 300 000 boîtes d'archives qui appartiennent à des entreprises qui n'ont pas envie de garder ça dans leur bureau. Ça leur coûte moins cher de les stocker ici. Les rayonnages qui font aujourd'hui office d'étagères ont été conçus à l'origine pour servir de couchettes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens dormaient ici. Les couchettes sont encore là d'ailleurs, mais elles servent désormais d'étagères. On voit encore les ressorts. On devrait mettre un matelas dessus. 8000 personnes s'entassent ici chaque nuit, dans près d'1 kilomètre de galeries. Je peux vous décrire ce que je vois. Ce que je ressens, c'est plus difficile. Il y a là-bas plusieurs crânes alignés et des os mis en tas. Le sol est jonché d'ossements. Il y en a peut-être d'autres dessous que l'on ne voit pas. Pourquoi les restes de milliers de personnes ont-ils été entassés ici? Londres fut touchée par la peste en 1665, puis ravagée par des vagues de choléra au début du 19e siècle. À chaque nouvelle épidémie, les cadavres des victimes étaient jetés dans des charniers comme celui-ci. Lorsque la peste frappa de nouveau, en 1854, le Parlement décida que les corps ne pourraient plus être inhumés dans l'enceinte de la ville. Cette crypte fut murée et complètement oubliée. De quand date cette salle voûtée? Les murs en briques sont du début du XVIIe, donc de la même époque que les ossements. Des milliers de personnes sont passées dans cette église depuis. Savaient-elles seulement que ce caveau existait juste sous leurs pieds? La plupart des gens l'ignorent encore. C'est un petit coin de Londres très secret. Quel endroit, N'est-ce pas? « 2000 ans d'histoire sont ainsi concentrés sur quelques dizaines de mètres carrés. C'est la ligne de métro. Elle passe loin, au-dessus de nous? À 5 mètres au-dessus de nos têtes. Et cette structure n'a jamais été ébranlée, même par le passage des rames? Non, des rames de 600 tonnes passent au-dessus à 60 km/h et ça ne tremble même pas. Mais que faire de cette petite merveille technologique une fois la guerre terminée? Les autorités britanniques ont envisagé de s'en servir pour faire passer les lignes d'un nouveau métro express. Nous nous trouvons actuellement sur ce qui aurait dû être la voie du métro. Si le projet avait vu le jour, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les rails auraient été posés sur le sol de béton qui a été coulé ici. L'idée était de faire passer des rames qui devaient circuler à 70 ou 80 km/h et d'aménager des quais tout le long. Le projet a finalement été abandonné par manque de crédit. Ces couloirs restent les témoins d'un épisode héroïque de l'histoire de Londres qui n'est pas si lointain. Quand on arrive à Londres, on pourrait s'attendre à trouver dans la ville des traces de son passé romain. En réalité, il ne subsiste quasiment plus rien de cette époque en surface. Londres a grandi en repoussant toujours plus loin les vestiges de sa période antique. Heureusement pour nous, ces vestiges n'ont pas disparu. Ils sont là, sous nos pieds. Quoi? Ce que je ressens, c'est plus difficile. Il y a là... Après les vestiges de l'antique cité romaine, les catacombes, les rivières perdues de Londres et ses abris anti-aériens, notre voyage dans les entrailles de la capitale britannique va nous permettre de découvrir l'un de ses secrets les mieux gardés. On connaît généralement l'existence des fameuses salles du QG de guerre de Winston Churchill, un complexe souterrain d'1,5 hectare situé juste sous le quartier de Westminster.
Le problème, c'est qu'Hitler la connaissait aussi, ce qui en faisait une cible de choix pour l'aviation nazie. Au tout début de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Churchill s'est rendu compte que son QG de guerre pouvait être détruit s'il était directement touché par une bombe, il a décidé de mettre en place une solution de repli, un abri inexpugnable, enterré à 12 mètres de profondeur dans la banlieue de Londres, nom de code Paddock. Son emplacement exact reste peu connu du grand public, mais grâce à notre spéléologue urbain Andrew Smith, nous allons pouvoir visiter l'une des installations les plus secrètes de la dernière guerre. On dirait une véritable forteresse. C'est grand, hein? Impressionnant. Une bien jolie grille, mais ça n'est pas ce qui nous amène ici. Ah bon? Et non. Ce qui nous intéresse, c'est cette petite porte grise dans ce mur là-bas. Là, on dirait un local technique. Peut-être, mais c'est en fait la cachette la plus secrète de Churchill. On y va? Il y a 2 ou 3 petites choses auxquelles il faut faire attention. Les murs du bunker sont... Elles ont été délibérément enterrées. Mais pourquoi les Londoniens ont-ils voulu construire leur ville au-dessus de ces artères qui leur permettaient de se déplacer et les approvisionner en eau? La ville a rapidement pris de l'extension et des millions de personnes sont venues s'y installer. Ces nouveaux habitants avaient besoin d'une part d'espace pour se loger et d'autre part d'un important dispositif d'évacuation des eaux usées. C'est ainsi que les rivières londoniennes ont été transformées en collecteurs d'égouts. En les recouvrant, les Londoniens ont récupéré des surfaces constructibles et en les détournant, ils ont résolu le problème des effluves de la ville. Les derniers cours d'eau ont été enterrés il y a plus de 130 ans. Plus personne ne sait où ils se situent. Seuls quelques spécialistes sont capables de vous y mener. Je crois que c'est ici. Ben Nisdell a longtemps travaillé comme égoutier. Au IIe siècle de notre ère, l'Empire romain s'étend sur 3 continents. Il couvre une bonne partie du Moyen-Orient, toute l'Afrique du Nord et la quasi-totalité de l'Europe actuelle. À partir du 5e siècle, les Romains commencent à perdre leur influence sur les îles britanniques et Londinium est peu à peu noyé dans un océan de constructions nouvelles. Lorsque survient la révolution industrielle, au milieu du 19e, la ville romaine finit de disparaître. Seuls survivront quelques sites comme celui-ci, paradoxalement sauvés par les bâtiments plus récents qui les ont recouverts. Nous sommes à quelle profondeur? La bourse du charbon. Les architectes de l'époque ont pris soin de créer un vide au-dessus des ruines romaines pour éviter qu'elles ne soient écrasées sous le poids du nouveau bâtiment. Leurs successeurs ont pris les mêmes précautions lorsqu'ils ont construit l'immeuble actuel. Ils ont coulé des colonnes de béton pour soutenir l'édifice, plutôt que de l'appuyer sur ses derniers souvenirs du Londinium antique. Ces ruines sont d'autant plus précieuses qu'elles témoignent du niveau très avancé qu'avaient atteint les ingénieurs romains, puisqu'elles comprennent les restes d'un système de chauffage central très sophistiqué. On dirait une chaudière. Oui, c'est une chaudière. Comment fonctionnait-elle? Un feu brûlait en permanence sous cette voûte. Un malheureux esclave était certainement chargé de l'alimenter continuellement. Le sol s'appuyait sur les colonnes de tuiles, ce qui permettait à l'air chaud de circuler sous les dalles des différentes pièces du bâtiment. C'est d'une complexité étonnante. Effectivement. Les systèmes mis en place par les Romains étaient non seulement très élaborés, mais ils étaient aussi en avance de plusieurs siècles sur leur époque, à tel point que certains sont encore en usage aujourd'hui. Vous voyez cet élément creux en argile dans le mur? Oui. Il est creusé de sillons, un peu comme une brique creuse. Oui, cela permettait au revêtement de plâtre de mieux adhérer à la surface. On retrouve exactement le même système dans les constructions contemporaines. Oui. Cette brique creuse antique est l'ancêtre de nos parpaings modernes, omniprésents dans les bâtiments actuels. L'influence des techniques romaines se retrouve pas avec une épaisse couche de chanvre destinée à les rendre entièrement étanches. Les anneaux ont ensuite été assemblés avec des boulons de 5 cm de diamètre. On voit très bien ici la manière dont les parois ont été mises en place. Toutes les pièces métalliques ont été assemblées à l'aide de boulons de 5 cm. L'ensemble a été conçu pour résister à une pression de l'ordre de 428 kg par centimètre carré. J'entends la pression. Oui. Ce que vous entendez en fait, c'est la ligne de métro. Elle passe loin, au-dessus de nous? À 5 mètres au-dessus de nos têtes. Et cette structure n'a jamais été ébranlée, même par le passage des rames? Non. Des rames de 600 tonnes passent au-dessus à 60 km/h et ça ne tremble même pas. Mais que faire de cette petite merveille technologique une fois la guerre terminée? Les autorités britanniques ont envisagé de s'en servir pour faire passer les lignes d'un nouveau métro express.
Nous nous trouvons actuellement sur ce qui aurait dû être la voie du métro. Si le projet avait vu le jour, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les rails auraient été posés sur le sol de béton qui a été coulé ici. L'idée était de faire passer des rames qui devaient circuler à 70 ou 80 km/h et d'aménager des quais tout le long. Le projet a finalement été abandonné par manque de crédit. Ces couloirs restent les témoins d'un épisode héroïque de l'histoire de Londres qui n'est pas si lointain. Qui les ont recouverts. Nous sommes à quelle profondeur? Nous sommes à 6 ou 7 mètres sous terre. Le niveau de la rue a monté au fil des siècles. Les Romains ont construit leur ville il y a près de 2000 ans et depuis le site a été constamment remblayé. Quand on fait des fouilles archéologiques, on dégage les couches successives, l'époque romaine étant la dernière tranche du sandwich. Nous sommes donc tout en bas de ce sandwich archéologique. Mais comment ces vestiges sont-ils parvenus jusqu'à nous, alors que tant d'autres ont été détruits? L'endroit où nous nous trouvons était au 19e siècle le siège de la Bourse du Charbon. Les architectes de l'époque ont pris soin de créer un vide au-dessus des ruines romaines pour éviter qu'elles ne soient écrasées sous le poids du nouveau bâtiment. Leurs successeurs ont pris les mêmes précautions lorsqu'ils ont construit l'immeuble actuel. Ils ont coulé des colonnes de béton pour soutenir l'édifice, plutôt que de l'appuyer sur ces derniers souvenirs du Londinium antique. Ces ruines sont d'autant plus précieuses qu'elles témoignent du... C'est vraiment les instruments de l'époque. Là, ce sont les ampèremètres et là, les voltmètres. Toute l'installation est concentrée ici et elle alimentait l'ensemble du bunker, ce qui est considérable. Oui, tout le bunker pouvait fonctionner grâce à cet unique générateur. Vous avez donc la salle du générateur, une salle d'écart, les bureaux du ministère des Grands-Travaux et bien sûr la salle du cabinet de guerre où Churchill a présidé une réunion en octobre 1940. C'est la pièce la plus importante du bunker. L'acoustique n'est pas du tout la même. Les murs étaient couverts. Les murs en briques sont du début du XVIIe, donc de la même époque que les ossements. Des milliers de personnes sont passées dans cette église depuis. Savaient-elles seulement que ce caveau existait juste sous leurs pieds? La plupart des gens l'ignorent encore. C'est un petit coin de Londres très secret. Quel endroit, N'est-ce pas? « 2000 ans d'histoire sont ainsi concentrés sur quelques dizaines de mètres carrés. Une voie romaine, plusieurs cryptes du Moyen-Âge. Nous sommes donc tout en bas de ce sandwich archéologique. Mais comment ces vestiges sont-ils parvenus jusqu'à nous, alors que tant d'autres ont été détruits? L'endroit où nous nous trouvons était au 19e siècle le siège de la Bourse du Charbon. Les architectes de l'époque ont pris soin de créer un vide au-dessus des ruines romaines pour éviter qu'elles ne soient écrasées sous le poids du nouveau bâtiment. Leurs successeurs ont pris les mêmes précautions lorsqu'ils ont construit l'immeuble actuel. Ils ont coulé des colonnes de béton pour soutenir l'édifice, plutôt que de l'appuyer sur ces derniers souvenirs du Londinium antique. Ces ruines sont d'autant plus précieuses qu'elles témoignent du niveau très avancé qu'avaient atteint les ingénieurs romains, puisqu'elles comprennent les restes d'un système de chauffage central très sophistiqué. On dirait une chaudière. Oui, c'est une chaudière. Comment fonctionnait-elle? Un feu brûlait en permanence sous cette voûte. Un malheureux esclave Et sur une étrange nécropole. Donc jusqu'à la dernière guerre, on ignorait totalement que ce site avait plus de 1000 ans d'histoire. Vous imaginez l'émotion? Ils ont retrouvé les vestiges des 7 églises précédentes, ce qui fait remonter l'occupation de ce site au 2e siècle après Jésus-Christ, à l'époque romaine. Les différentes couches archéologiques permettent de remonter l'histoire jusqu'à une antique voie romaine qui, pendant près de 2000 ans, a servi de fondation à des générations d'églises. On voit très bien ici les époques successives. On retrouve la voie romaine du 2e siècle, là-bas un mur du 12e et ici un mur du 11e. Oui, c'est un excellent résumé de la situation. On distingue parfaitement les différentes couches correspondant à différentes périodes d'occupation, chaque génération construisant sur les ruines de la précédente. Mais ces vestiges romains ne constituent qu'une partie des trésors cachés sous Saint-Bride. Car l'église abrite également une importante nécropole, oubliée pendant plus de 50 ans, derrière les murs des cryptes de l'édifice.
Je vais vous montrer des salles qui ont été redécouvertes en 1953, près de 200 ans après avoir été murées. Les cryptes se trouvent plus bas, sous le niveau ouvert au public. C'est probablement le plus intéressant des trésors cachés sous l'église. Cet endroit était rempli d'ossements et de crânes lorsqu'on l'a ouvert. Quartier de Westminster. Le problème, c'est qu'Hitler la connaissait aussi, ce qui en faisait une cible de choix pour l'aviation nazie. Au tout début de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Churchill s'est rendu compte que son QG de guerre pouvait être détruit s'il était directement touché par une bombe, il a décidé de mettre en place une solution de repli, un abri inexpugnable, enterré à 12 mètres de profondeur dans la banlieue de Londres, nom de code Paddock. Son emplacement exact reste peu connu du grand public, mais grâce à notre impression. Oui, ce que vous entendez en fait, c'est la ligne de métro. Elle passe loin, au-dessus de nous, à 5 mètres au-dessus de nos têtes. Et cette structure n'a jamais été ébranlée, même par le passage des rames? Non, des rames de 600 tonnes passent au-dessus à 60 km/h et ça ne tremble même pas. Mais que faire de cette petite merveille technologique une fois la guerre terminée? Les autorités britanniques ont envisagé de s'en servir pour faire passer les lignes d'un nouveau métro express. Nous nous trouvons actuellement sur ce qui aurait dû être la voie du métro. Si le projet avait vu le jour, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les rails auraient été posés sur le sol de béton qui a été collé ici. L'idée était de faire passer des rames qui devaient circuler à 70 ou 80 km/h et d'aménager des quais tout le long. Le projet a finalement été abandonné par manque de crédit. Ces couloirs restent les témoins d'un épisode héroïque de l'histoire de